Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Bonjour et bienvenue sur Valeurs agitées, votre premier podcast pratico-pratique pour mieux vivre au travail. Chaque semaine avec mes invités, nous croisons nos regards sur les valeurs de ce nouveau monde et partageons nos secrets pour gagner en efficacité et sérénité professionnelle. DG, DRH, manager, vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle? Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus? Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées. Le job qui vaut la peine d'être vécu, c'est celui que tu sais faire, donc tu as les bonnes compétences, donc bye bye les erreurs de casting, comme on disait, et c'est celui qui te plaît. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle série de Valeurs agitées avec Cécile Bannon. Cécile Bannon est une femme incroyable. Elle a eu 1001 vies. Et même encore aujourd'hui, elle ne sait pas ce que c'est que la retraite. Elle a occupé 4 premiers emplois dans le domaine de la finance et de l'audit. Puis un 5e dans la sociologie des organisations. Elle est devenue responsable de l'Observatoire de la Banque de France qui représente plus de 12 000 salariés. Et puis, à 48 ans, elle a réalisé qu'elle avait encore autre chose à faire. Elle a repris ses études, elle s'est formée au coaching et elle s'est concentrée sur la transition professionnelle. Aujourd'hui, elle est auteure conférencière, elle a donné naissance à l'ouvrage « Trouvez le job de vos rêves » et elle propose des conférences dans les organisations et les entreprises autour de la question du sens au travail. Je suis ravie de vous la faire découvrir si vous ne la connaissez pas encore. Et pour ce tout premier épisode de Valeurs agitées avec Cécile Bannon, nous allons parler de la souffrance au travail, notamment de la responsabilité de l'employeur et du rôle du manager. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Cécile. Bonjour Magali. Je suis très très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Donc Cécile, tu as exercé pendant de nombreuses années en tant que salariée, où tu as exercé 5 métiers. Donc les 4 premiers dans l'économie, l'analyse financière et l'audit. Et puis ensuite, tu as opéré un virage à 180 degrés vers la sociologie des organisations. C'est pas ordinaire. C'est pas ordinaire. Alors, d'abord, Magali, merci de m'inviter à ton podcast. Je suis vraiment très contente et je t'en remercie encore une fois. Alors oui, c'est pas banal, ce genre de reconversion. Et en fait, parce qu'en fait, c'est une reconversion à 180 degrés. On passe des sciences dures aux sciences sociales. Alors, ça n'a rien à voir. Et ça m'a demandé bien 2 années pour acquérir une nouvelle identité et une nouvelle façon de penser. Parce que quand on vient de l'analyse financière, évidemment, et quand on se met à essayer de comprendre des gens, à les écouter, on n'est plus du tout sur le même registre. Alors, qu'est-ce que c'est qui a fait ce genre de reconversion? Eh bien, c'est le fait notamment que je sois passée par l'audit. Et l'audit, ça a été une catastrophe pour moi. Tous les jours, je pleurais. C'était plus que la boule au ventre, tu vois, c'était les larmes qui coulaient. Et ça constituait une sorte de rupture, une sorte de un ratage, quoi, si tu veux, un ratage dans le cheminement de la carrière. Je le considère un peu comme un incident de parcours. Et je me suis rendu compte avec cette souffrance que, en fait, moi, je faisais le métier de mon père, le métier de mon grand-père, et que même si je le faisais aussi bien que je le pouvais au fond de moi, parce que c'est des valeurs que j'ai en moi, de toujours produire de la qualité. Sinon, on s'ennuie, sinon c'est l'horreur, quoi. Donc, non, ça ne suffisait plus, et non seulement ça suffisait plus, mais ça me rendait malheureuse avec cette expérience de l'audit. Et là, je me suis dit, mais au fait, qu'est-ce que c'est qui me plaît à moi? Et j'ai dit: tant pis pour, le papa, le grand-papa, mais au fait, et moi dans tout ça, qu'est-ce que je veux faire? Et ce que je voulais faire, je n'avais aucune idée, figure-toi. Et je me suis dit: «Alors qu'est-ce que j'aime dans la vie?» Et j'aime voyager. Alors,
voyager quand tu travailles dans une grande entreprise, qui fait de la banque justement, c'était la Banque de France, hein. Ça permet pas d'avoir un poste et ça permet pas de gagner sa vie toutes les fins de mois. Alors comment faire pour rester, pour concilier les 2? Je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est que j'aime dans le voyage?» Et j'appelle ça tirer le fil, tu sais? Et tirer le fil, ça veut dire, aller un peu plus loin. Qu'est-ce que je mets derrière le mot qui finalement est très générique? Voyage, voyage, c'est vaste, tu vois? On ne sait pas ce que ça veut dire en fait. Et je me suis dit: «Mais moi, ce que j'aime, c'est découvrir des gens, découvrir comment ils mangent, comment ils se marient, comment ils élèvent leurs enfants, comment ils s'habillent, comment, voilà, tu vois? Découvrir, voilà, c'est ça le mot qui me plaisait moi, c'est découvrir. Et en fait, ça s'apparente un petit peu à l'ethnologie, tu vois? Des choses comme ça. Et si tu transposes l'ethnologie dans l'entreprise, eh bien, ça devient la sociologie. Et tu vois, quand j'ai fait ces études et que j'ai pu animer un observatoire social, dans lequel eh bien, j'avais des missions d'enquête auprès de métiers totalement différents, eh bien, c'était comme chaque fois découvrir une tribu nouvelle. Tiens, ceux-là, ils ont l'habitude de déjeuner plutôt à midi plutôt qu'à 13h. Ceux-là, ils ont, l'habitude le vendredi, par exemple, de venir en casual day, tu vois? De s'habiller casual. Alors que dans le milieu des économistes, si tu as pas une cravate, une chemise blanche, un costume sombre, tout de suite tu te fais montrer du doigt, tu vois? Donc on voit bien qu'il y a à la fois des codes, des rituels, comme si tu arrivais dans une tribu nouvelle. Et ça, c'était passionnant. Oui, parce que tu as décidé de reprendre tes études à 48 ans, tout en continuant de travailler, Oui, qui est déjà en soi, un beau challenge et ça t'a permis effectivement de prendre la responsabilité pendant 13 ans de l'observatoire social d'une grande entreprise d'environ 12 000 salariés et donc là, tu as pu, observer, de près comme un explorateur, j'allais dire, les habitudes de ces salariés. Alors tu as observé quoi concrètement? alors, ce qui était intéressant, c'était, la mission, initiale, c'est l'accompagnement du changement. Et dans l'accompagnement du changement, tu sais, dans les entreprises comme toi tu l'as vécu, je le sais bien, il y a toujours des transformations des métiers, des fusions, des séparations de services, des, séparations de direction. Au contraire, l'installation de nouveaux logiciels, l'installation de démarches qualité. Enfin, des choses, tu vois, qui traversent l'organisation du travail et qui font que, ben, pour les personnes, pour les salariés, s'habituer à ce changement, pour certains, c'est très facile, pour d'autres, la marche à monter est haute. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre quand on fait de l'accompagnement du changement, c'est écouter les personnes pour comprendre qu'est-ce que c'est qui fait blocage et quels seraient les leviers pour faciliter l'accès au changement. Et comprendre qu'est-ce que c'est qu'il faudrait mettre en place. Tu vois, la perspective, elle est positive, elle est de construire quelque chose, d'aider à quelque chose. Mais pour trouver le bon moyen d'aider, encore faut-il comprendre où est le problème et quelle est la nature du problème. Ça, c'est la sociologie te donne cet angle de vue de comprendre pour trouver une solution la mieux adaptée. Et quel regard tu as aujourd'hui sur, justement la conduite de changement dans les entreprises? Le regard que j'ai, c'est que quand je vois effectivement qu'il y a beaucoup de consultants internes ou externes qui font de l'accompagnement du changement, ma question c'est comment font-ils? Parce que si, de mon point de vue, hein, si on ne passe pas par l'écoute approfondie des salariés, comment on peut aller au plus opérationnel, au plus efficace, au plus efficient, tu vois? Je vais te citer un exemple tout bête. Une fois, je tombe sur un manager qui me dit: «Mais je leur ai dit plusieurs fois quel était le contenu de la transformation et là où on allait». Il le dit, lui, dans sa perception à lui, il a fait le job. Sauf que la façon dont il s'est exprimé, les salariés ne l'ont pas compris. Ou ils ont compris quelque chose à côté, ou partiellement, ou tronqué. Et le problème, c'était de s'assurer que sa communication était bien reçue.
bien sûr. Oui, il y a à la fois, la question de ce que l'on dit, ce que l'autre comprend, ce qu'il retient C'est ça, et puis il y a aussi, au-delà de la forme, il y a aussi est-ce que c'est le bon moment? C'est-à-dire que, parfois le moment où le manager va avoir envie de transmettre un message, c'est pas forcément le moment où, le salarié est disposé à l'entendre. c'est ça. Il faut parfois, selon les annonces en plus, à faire, il faut parfois, prendre le temps et de s'assurer que c'est, le bon moment. Et s'assurer de la compréhension, hein. Parce que aussi, tu vois, il y a le support de la communication. Si, par exemple, tu utilises l'intranet de l'entreprise, si tu utilises une directive sur papier, tu es pas du tout sûr que ça soit lu, hein, Bien sûr. et que ça soit compris. Ça, j'en suis certaine. Bon, surtout dans les grandes entreprises, tu sais, il y a souvent un langage un peu codé, il y a une façon de d'écrire qui est très normée. Heu, Mmh mh. Parfois c'est un peu, casse-pied, un peu rasoir et les gens ne lisent pas jusqu'au bout, quoi. Après, voilà. Et donc, tu as, ensuite décidé de te spécialiser dans les transitions professionnelles en t'installant à ton compte, comme coach Ikigai. Donc c'est là aussi tu as repris un virage, je ne sais pas si c'est 90° peut-être, puisque tu es sorti du salariat et tu t'es, installée à ton compte. Donc c'est aussi un autre, mode de fonctionnement et un autre état d'esprit, évidemment. Et aujourd'hui, tu es auteure conférencière, donc tu es notamment, l'auteur, édité chez Hérold du livre, «Trouver le job de vos rêves» et aujourd'hui tu proposes également des services aux DRH autour des questions de sens au travail. C'est bien ça? C'est ça. Alors, c'est tout à fait ça, juste, je reviens sur, qu'est-ce qui s'est passé quand, cet observatoire social que j'ai animé donc, pendant plus de 10 ans, ça m'a permis d'écouter des centaines et des centaines de salariés et de percevoir parfois du mal-être. Et j'ai analysé grâce à la sociologie que, ce mal-être était souvent dû à ce qu'on appelle les erreurs de casting. C'est-à-dire pas la bonne personne au bon poste. Tu sais, parfois dans les grandes entreprises, il y a des impératifs de comblement de poste et on ne vérifie pas toujours au plus près quelle est l'adéquation des compétences de l'individu au poste qu'il faut combler. Mmh. J'ai constaté des climats parfois délétères parce qu'un individu était positionné à un poste qui ne lui convenait pas du tout, comme moi quand j'étais dans l'audit. Je pleurais tous les jours. Mais du coup, personne ne voulait travailler avec moi puisqu'on savait que j'étais pas bonne. Puis en plus, quelqu'un qui pleure, franchement, qui a envie de travailler. Mais revenons à d'autres cas que j'ai vus. Tu sais, Einstein nous disait, si vous prenez un poisson, vous le mettez dans un arbre, vous dites il est nul. Ben, c'est pareil dans l'entreprise. On prend un individu, on fait du comblement de poste et on dit l'individu est nul. Sauf que l'individu qui entend ça, Bien sûr. ben, je te laisse deviner comment est son moral. Il perd totalement confiance en lui, mais après, pour lui faire remonter la pente, c'est très long, c'est très long. Et quand on arrive à cette situation où l'individu se rend compte qu'il est nul, il n'est pas bon parce qu'il n'a pas les bonnes compétences, les collègues ne veulent plus travailler avec lui, le manager donne des formations qui ne servent à rien puisque c'est pas son truc, le poste. Et ça, tu vois, on le voit souvent dans les postes de management. Mmh, mmh mh. On fait monter les gens pour les récompenser, on leur donne un poste managérial. Sauf que si l'individu n'a aucune disposition ni aucun goût, parce que lui, c'est plutôt un expert, par exemple, et qu'on lui fait diriger des hommes et des femmes, parfois il s'y prend très très mal et ça crée de la souffrance. Ça crée de la souffrance pour tout le monde, tu vois. Alors justement, comment aujourd'hui, on peut expliquer le fait que, on a énormément de souffrance au travail? C'est ce qu'on observe tous, on connaît tous quelqu'un qui est, aujourd'hui en situation de difficulté professionnelle, voire d'épuisement et parfois même d'arrêt maladie, alors qu'on n'a jamais eu autant d'entreprises qui, nous ont parlé, et qui nous parlent pratiquement tous les jours de qualité de vie au travail, de qualité de vie et des conditions de travail même, et de prévention des risques psychosociaux. Comment C'est ça. tu te l'expliques ça, cet Bah, écart? alors justement, je trouve ça, un peu passionnant. C'est, passionnant aussi parce qu'il y a des milliers de gens qui souffrent aussi. Donc, c'est pour ça, ça vaut vraiment le coup qu'on réfléchisse. Alors d'abord sur la QVCT,
qui fait suite à la QVT, qui elle-même fait suite à la prévention des risques psychosociaux. Donc on voit bien qu'il y a ce souci de préserver la santé du salarié, et pourtant on a toujours des cas de burn-out. Voire même de plus en plus. Voilà, alors on se dit qu'est-ce qui se passe? Alors, ce que j'analyse moi, c'est, par exemple, je me suis, penchée sur le contenu de la QVCT. Alors on a des sortes d'injonctions. Je dois faire attention à la qualité, de l'environnement. Alors très, très bien, l'environnement physique. Mais l'environnement physique, tu vois, c'est sur une échelle qui est extrêmement large. Ça peut aller de la qualité de l'air que tu respires à la plante verte. Bien sûr. Tu vois, c'est tellement vaste que, en fait, concrètement, ça veut dire quoi? Si tu mets une plante verte, ça veut dire que c'est bon, tu t'es soucié de l'environnement et ça va satisfaire, le salarié. Tu vois, je trouve que c'est un petit peu vaste. Est-ce que, par exemple, la refonte des espaces de travail pour que ça soit plus agréable pour les salariés, et en même temps, on a vu il y a quelques années les open space et on sait que ça a été une catastrophe, et maintenant on voit le flex office. Bien sûr, j'allais te le dire. Comment, tu vois, on peut dire: «Je me préoccupe de l'environnement physique» et en même temps j'empêche que les gens aient un bureau approprié, qu'ils puissent créer du lien social, puisque chaque fois qu'ils viennent au bureau, c'est plus le même voisin, tu vois? Alors on peut dire, «Ben oui, mais d'un côté ça permet de connaître Pierre-Paul Jacques, qui ne sont d'ailleurs pas de ton service». Mais comment tu crées du lien? Tu vois? Comment tu es l'esprit d'équipe quand, il y a des choses comme ça qui me paraissent, Alors effectivement, on pourrait se dire que ça permet de créer du lien parce que du coup, on rencontre des personnes du service, d'à côté, qu'on ne connaissait pas et peut-être qu'en le rencontrant, on comprend mieux ses contraintes, ses besoins et donc peut-être de là où on est, on peut, réussir à mieux y répondre. c'est ça. Tu vois, selon que tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide, bah, tu vas dire, oui, ce que tu viens de dire, bah, moi ça me permet de connaître quelqu'un d'autre, d'échanger sur nos objectifs et de voir que justement ils sont différents et c'est pour ça qu'on a du mal à s'entendre. Ou bien tu peux dire: «Est-ce qu'on ne prend pas le risque que les individus mettent leur casque sur leurs oreilles pour ne pas être gênés par le bruit, fassent leur boulot toute la journée et puis, à l'heure dite, quittent le flex office et rentrent chez eux et puis c'est fini». Ça ne crée pas forcément du lien social. Moi, je dis que c'est le recul qui va nous le dire, hein. Mais, voilà, après tu vas me dire aussi, peut-être c'est un cas par cas. Je ne sais pas. Mais c'est le recul qui va nous dire, est-ce que c'est compatible de faire de la refonte d'espace de travail et du flex office? Je ne sais pas. Ça, c'est un exemple, hein. Et est-ce qu'aujourd'hui, les salariés attendent la même chose qu'avant, selon toi? Ah, alors non, moi je pense qu'aujourd'hui il y a une véritable, évolution des attentes, heu et je ne suis pas sûre que ça soit encore, entendu par le management et réalisable au quotidien. Je m'explique. Si par exemple aujourd'hui l'attente des salariés, c'est un peu plus d'autonomie. Alors ça veut dire que comment on va faire pour quand tu es dans une entreprise où il y a des process, des procédures, des démarches qualité, des normes, comment l'individu va trouver son autonomie dans cette organisation-là du travail. Ça sera au manager, pas de faire le grand écart, mais de trouver une marge de manœuvre pour laisser quand même un espace de créativité, de décision aux salariés. Donc, on voit bien que c'est assez compliqué, hein. Il va falloir du temps. Il faudrait que tout le monde joue le jeu de se creuser la tête au moment petit t pour dire comment je vais aider mon salarié à être plus autonome. Parce qu'en fait, c'est ça aussi la souffrance du travail, tu vois. Si on considère, d'abord, il y a une intensité dans le degré de la souffrance, hein. On a vu le burn-out tout à l'heure, qui pour moi est le cas extrême. Mais en dessous, il y a une gradation de la souffrance. Et il y a parfois de la souffrance qui est simplement due à je ne parviens pas à faire un travail de qualité.
Pourquoi? Parce que on est dans l'urgence. Pourquoi? Parce que, j'ai pas tout à fait les moyens de faire un travail de qualité, parce qu'il y a la procédure qui allonge terriblement le processus de décision et pendant ce temps, moi j'aurais voulu avancer et je n'y arrive pas. Ça crée des frustrations au quotidien, ça crée j'ai des petits agacements, des énervements qui à la fin font, mince, je n'arrive pas moi à faire ce que et c'est ça qui va créer de la souffrance au travail. Alors, les attentes d'autonomie en même temps, ça devient très, très complexe de d'abord analyser qu'est-ce que c'est qui est à l'origine de la souffrance au travail et quelles sont les nouvelles attentes. Tu vois? Il faudrait procéder par ordre. Est-ce que tu penses que la recherche d'autonomie est un nouveau besoin ou est-ce que finalement c'est pas quelque chose que les salariés attendaient déjà depuis longtemps, mais qu'ils n'avaient pas forcément C'est l'occasion ça, d'exprimer c'est ça. jusqu'alors? Parce que avant, tu sais, l'individu, il s'est toujours débrouillé d'avoir des marges de manœuvre. C'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'autonomie, tu vois? Mais, aujourd'hui, l'autonomie, elle est plus revendiquée et elle est plus, exprimée dans l'organisation du travail. C'est-à-dire que je voudrais, moi, m'organiser comme je veux, mais justement, il faut que, le manager soit d'accord. Selon toi, pourquoi les salariés aujourd'hui revendiquent plus ce besoin d'autonomie alors que peut-être paradoxalement, ils en ont encore moins? Est-ce que c'est lié à ton avis? Alors, que pourquoi tu dis qu'ils ont moins d'autonomie? À cause des procédures, des process ou? Oui, exactement. C'est-à-dire que l'entreprise structure de plus en plus les process et finalement laisse de moins en moins d'espace de liberté puisque tout est processé, tout est procéduré. Donc, quelque part, on pourrait supposer que l'autonomie est de moins en moins importante. Or, on entend de plus en plus de salariés réclamer cette autonomie. Alors, est-ce qu'ils la réclament justement parce qu'ils en ont de moins en moins et donc que ça leur manque? Heu, ça serait possible. Moi, j'ai pas fait, d'enquête auprès des salariés pour connaître les causes de pourquoi aujourd'hui plus qu'hier. Simplement, ce que moi je peux dire à mon niveau, hein, c'est que, de tout temps, l'individu sur le lieu du travail s'est toujours débrouillé d'avoir des marges de manœuvre qui constituaient sa zone d'autonomie et que, mais seulement on ne le disait pas. Seulement on ne le disait pas. Donc aujourd'hui, peut-être que l'autonomie qui est demandée, c'est l'autonomie dans la prise de décision. Donc c'est un peu une forme de capacité d'initiative que les salariés, revendiquent aujourd'hui? C'est ça. Et comment tu expliques qu'aujourd'hui les entreprises ont un intérêt à ce que les salariés aillent bien et soient épanouis dans leur travail et trouvent du sens de leur travail? Comment tu expliques que les employeurs, hem, peuvent mettre en place parfois des démarches ou des procédures qui peuvent être contraires? Je prends un exemple tout à l'heure, tu disais, le les procédures sont de plus en plus, longues ou de plus en plus, complexes. La marge de manœuvre est de moins en moins importante et pourtant l'employeur sait bien qu'il a un intérêt à faciliter le travail de ses salariés. Alors non, je pense pas que ça se passe exactement comme ça. D'abord alors que les procédures soient de plus en plus longues, ça je ne sais pas, mais en tout cas elles sont présentes et peut-être, l'objectif là de l'employeur, c'est de parvenir à plus de productivité, plus de performance, plus de choses comme ça, plus de, comment dire? De structuration du travail, de l'organisation du travail pour le rendre plus performant. Donc derrière, on a un objectif peut-être de rentabilité, de productivité qui est bien normal. Une entreprise, il faut bien qu'elle fasse des sous, sinon comment elle va pouvoir payer les salariés? Donc, c'est légitime de vouloir, «rentabiliser» entre guillemets, sauf si c'est à outrance évidemment, il faut pas que ça devienne, contre-productif. Mais si ce n'est pas le cas, donc c'est un objectif qui est naturel que de vouloir rendre l'organisation plus productive. Maintenant, est-ce que, l'employeur se dit toujours,
je sais bien qu'il a des marges de manœuvre, je risque de les lui couper. Je pense pas que ça soit dans le raisonnement de celui qui fait de l'organisation du travail, ça. La marge de manœuvre dont on parle, toi et moi, c'est quelque chose que l'on connaît quand on fait de la sociologie ou quand on fait des RH. Mais je suis pas sûre que l'ingénieur qui décide de l'organisation du travail soit au courant de tout ça, hein. Mais c'est vrai que parfois, on peut avoir l'impression que cette volonté d'augmenter la performance, économique ou même organisationnelle, en termes de fonctionnement interne, vient parfois jusqu'à être, contre-productive puisque, on a des salariés qui sont, qui parfois se désengagent ou se démotivent ou se démobilisent, voire finissent en arrêt, et quelque part ça aussi, ça a un coût pour l'entreprise. Et je pense que la relation n'est pas aussi immédiate aux yeux de l'entreprise, tu vois. Lui, au début, il fait une organisation du travail, mais jamais enfin, du moins, je pense, il n'a pas dans l'idée que ça va se terminer en burn-out ou en souffrance au travail. Lui, il pense que ça va se terminer je rentabilise et j'assure la pérennité de mon activité et donc la pérennité des emplois. Lui, je pense que c'est sa façon de voir parce que je ne pense pas que les patrons soient tous des salauds ou non, je pense vraiment pas ça. Donc je ne pense pas qu'il y a de volonté derrière de se dire: «Oh ben tant pis s'ils y laissent leur santé». Je pense pas que la majorité des patrons pensent comme ça, pas du tout. Bien sûr. En revanche, ce qui se passe, c'est que au quotidien, une fois qu'on est, heu, dans l'organisation du travail, on l'a construite d'une telle manière et on s'aperçoit peut-être d'effets pervers, mais il y a aussi tous les aléas, toutes les choses qui se produisent, tous les et les inattendus auxquels il faut parer. Je sais pas moi, tu as une machine qui tombe en panne, tu as fournisseur qui ne livre pas, tu as, un client qui tout d'un coup change d'avis. Tu vois, il y a tous ces choses aléatoires auxquelles il faut faire face et parfois ça se télescope avec une organisation du travail, avec un procédé, un process, une procédure. Et là, il y a une décision qui tarde à venir et qui rend les gens fous. Mais ça, le patron, il n'avait pas prévu que ça allait rendre les gens fous. C'est des circonstances au quotidien qui font que parfois on s'arrache les cheveux, ou parfois on fait le grand écart, parfois il faut trouver une solution hyper vite. Et là, on a des caractères de l'individu qui sont complètement différents. Autant tu as des gens qui arrivent à prendre une décision comme ça très très vite, autant il y en a qui réfléchissent. Oui, mais si je fais ça, il va se passer ça. Tu sais, si tu connais le DISC, tu sais, le test DISC des relations comportementales, Bien sûr. bah, tu vois que si tu as un profil rouge et un profil bleu, ben, ils vont avoir une attitude face à la décision à prendre qui est radicalement différente. Mais alors, si tu les mets à travailler ensemble, là, c'est sûr que ça va péter un câble. Ça va exploser. Pardon, cette expression est un peu familière, hein. Mais autant le bleu va dire, mais il est complètement fou de décider aussi vite, il n'a pas réfléchi à tout. Autant le rouge va dire, oh, mais il est beaucoup trop long, il arrête à cause de lui, on ne peut pas avancer. Donc ça va en plus créer une relation compliquée, hein, ça va créer un conflit. Or, rappelons-nous que dans la QVCT, il y a bien une injonction à veiller à la qualité des relations. Mais c'est bien de le dire, mais au quotidien, comment fait-on? Nous arrivons à la fin de ce premier épisode avec Cécile Ballon, où nous avons abordé la question de la souffrance au travail. Tout naturellement, cette question nous amène au deuxième épisode de Valeurs agitées, qui va être consacré à la question de la qualité de vie au travail et des conditions de travail. Nous allons notamment nous interroger sur une question cruciale. Le bonheur au travail existe-t-il? Quelle est la responsabilité de l'employeur dans le bonheur au travail? Et le salarié, que fait-il pour mieux vivre au travail? Vous-même, êtes-vous heureux au travail? Que faites-vous pour améliorer votre bonheur au travail? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Pourtant,
Cette question est fondamentale. Je vous invite à prendre quelques instants pour y réfléchir. Et je vous dis à tout de suite pour le deuxième épisode de Valeurs agitées avec Cécile Banon. Cécile, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des dirigeants ou des DRH qui nous écoutent ou des managers qui nous écoutent sur justement comment incarner dans le quotidien la vision qui est portée par la QVCT dans sa première acception, dans sa première intention? Oui, oui, dans sa première. Alors moi, là, je suis mal placée pour donner des conseils parce que je pense que la QVCT, si tu remarques, la QVT date de 2013, mais la QVCT, c'est de 2022, je Mmh. crois, hein. Donc, c'est assez récent et malheureusement, nous travaillons ici sur le temps long pour pouvoir tirer des conclusions. Il faut avoir de l'expérience pour tirer des conclusions sur ce qui a marché, sur ce qui a pas marché. Donc, je pense que là, on est encore sur un temps trop court et que, ben, il faut faire confiance aux gens du terrain pour voir comment eux, en leur âme et conscience, avec leur libre arbitre à eux, ils arrivent à résoudre ces problèmes qui apparaissent comme ça quotidiennement. Et je pense qu'ils vont le faire au mieux possible. Si, les gens ne sont pas mauvais, enfin, sauf si on tombe sur des harceleurs, bon, ok, mais autrement, les gens ont souci de bien faire et ils n'ont pas souci ou de compliquer les choses ou de vouloir mettre les gens en conflit. Je pense pas que. Donc, faisons confiance et avançons pas à pas, quoi, j'ai envie de dire. Et que répondrais-tu aux gens qui disent, bon la QVCT c'est, simplement on a rajouté, une lettre mais, quelque part ça change rien, c'est juste, entre guillemets «un effet de mode», puisque finalement dans la QVT, on était déjà dans une approche globale et donc les conditions de travail étaient déjà intégrées. Finalement c'est que de la mode. Oui, oui, c'est ça. Malheureusement, tu sais, quand on lit, heu, ça semble beaucoup des injonctions. Tu vois? Par exemple, quand tu lis la qualité de la mise en œuvre de l'organisation la qualité de la mise en œuvre de l'organisation du travail. Alors ça voudrait dire que chaque fois qu'on met un process en place, il faut l'accompagner d'une enquête qui va interroger chaque salarié pour savoir si ce process-là va lui plaire, va lui déplaire, va lui paraître trop long, trop court, ça me paraît un peu compliqué, quoi. J'ai peur qu'on reste beaucoup au niveau des injonctions, des bonnes intentions, heu, ou alors, comme je le disais tout à l'heure, d'agir sur le temps long, de voir ce qui a marché, ce qui a pas marché. Est-ce que pour toi, le fait de passer de la QVT à la QVCT, c'est entre guillemets «la preuve que la QVT n'a pas marché» ou est-ce que c'est au contraire vu positivement? C'est-à-dire que, on est en train de mettre une strate, en train de prendre un palier supplémentaire qui va vers le quelque chose de positif puisque c'est la prise en considération, à un moment donné de la santé et globalement de l'épanouissement, du salarié au travail? Je crois que ça va dans le bon sens. Moi, j'ai une nature optimiste, hein, j'ai une nature, positive et optimiste et en chaque chose, je me dis: «Voyons ce qu'il y a de bien». Je pense que c'est pas mal de l'écrire, de le porter à nouveau. Tu sais, à un moment, il y avait, par exemple, des chartes. Mmh, bien sûr. Je sais pas si tu te souviens, dans l'entreprise, on mettait des charges de tous les 10 du mois et ça ne servait strictement à rien. Alors je veux pas dire que la QVCT c'est pareil, mais parce que si on ne l'écrit pas et qu'on ne le fait pas, ben du coup on a encore moins de chances d'y arriver. Donc oui, d'accord, il faut peut-être l'écrire et y ajouter des items, mais ça reste aujourd'hui, je pense, un défi pour les RH que de se préoccuper du care, de la santé au travail. Mmh. Donc la QVCT, ben, ça peut être un outil pour dire, ben voilà, on doit suivre ça, on doit suivre ça, une sorte de fil rouge, une sorte de. Peut-être, hein, peut-être. Mais en tout cas, ce que je sais, moi, c'est que quand même les RH ont le souci, en 2023, euh, du care, hein, de la prise en compte de la santé morale et physique des salariés. Mmh. Alors tu vas me dire, ben oui, mais avant, il y avait la prévention des RPS, c'est vrai. Euh, mais
Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est des couches supplémentaires ou si, ça va déboucher sur la est-ce qu'au cas par cas dans les entreprises, on verra des initiatives locales qui vont arriver à juguler, hem, une complexité, à juguler une des causes qui peuvent atteindre la santé? Peut-être, faisons confiance. Dans la qualité, de vie au travail au sens large, on va dire, ou même la QVCT aujourd'hui, on parle essentiellement de l'individu dans le travail. Or, on sait aussi que l'individu n'est pas que un salarié, mais il est, un être humain avec, ses problématiques personnelles, ses humeurs, ses problématiques familiales et cetera. Est-ce que pour toi, tu penses que l'entreprise doit répondre aussi aux besoins des salariés, y compris dans le champ extra-professionnel? Non, ça, je pense qu'on va trop dans l'excès. En revanche en revanche, au coup par coup, on peut, considérer la situation de l'individu. Je prends un exemple. Je ne sais pas si tu connais l'amiral Lajoux. C'est un amiral qui, a donné beaucoup de a apporté beaucoup de conseils aux RH et il raconte un soir, il était donc, sur son bateau et ils allaient donner l'assaut ou le combat le lendemain et lui, il fumait sa cigarette ou il se promenait sur le et il entend un de ses marins, un de ses soldats qui était de l'autre côté de je sais pas quoi, mais du coup, le marin ne voyait pas qu'il y avait l'amiral derrière et il était au téléphone avec son épouse. Mais l'amiral a tout entendu et à son épouse, il était en train de se disputer, mais gravement et l'amiral a compris au ton de la conversation que ce soldat était de plus en plus stressé parce qu'il vivait dans sa vie privée avec son épouse, avec qui il y avait un différend, peu importe la nature du différend, c'est pas ça. Mais du coup, l'amiral a pris la décision de ne pas l'envoyer au combat. Parce qu'il s'est dit, dans l'état de stress où il est, s'il va au combat, c'est mort pour lui. Donc c'est un petit peu ça. Je veux pas dire qu'on va tous faire comme ça dans l'entreprise, que chaque manager va passer, va faire une revue de l'état émotionnel de l'individu chaque jour. Cependant, si on s'aperçoit par des signaux faibles ou par le bouche à oreille qu'un individu arrive un matin avec en larmes ou bien comment dire de mauvaise humeur, peut-être la mauvaise humeur, c'est pas suffisant. S'il arrive un drame personnel, peut prendre en compte au quotidien pour, voilà, pour faire attention à cet individu. Je vais te donner un exemple, effectivement, quand j'étais DRH, j'ai, reçu, l'une de mes collaboratrices un matin pour, faire le point avec elle, car j'avais l'impression qu'elle était en train de décrocher un peu par rapport au travail. Je la sentais pas dedans, donc je savais pas si c'était, ses missions qui l'intéressaient plus, si elle se sentait pas, en capacité de faire ce qui lui était demandé et cetera. Et en fait, elle m'a, avoué, j'allais dire, je vais le dire comme ça, qu'en fait, elle se faisait violer par son mari la nuit. Et en fait, ça, c'est effectivement, alors déjà quand on est DRH, on s'attend pas forcément à ce qu'on aille jusqu'à ce niveau-là d'intimité, C'est ça, et effectivement, on p à ce moment-là, entre guillemets, c'est j'ai toujours la casquette de DRH, mais j'ai aussi la casquette, d'être humain et de femme aussi, hein. J'entends ce qu'elle me dit et en même temps, je suis pas là, je suis pas psy, je suis pas assistante sociale, je suis pas là pour traiter sa problématique. Par contre, c'est ça, c'est aussi le bon sens qui veut qu'à un moment donné, ou même la générosité de cœur peut-être, c'est ça, qui fait qu'on accueille ce que l'autre nous dit, on lui explique qu'on entend la difficulté dans laquelle il est, qu'effectivement il y a des choses qui sont sans doute des épreuves dans sa vie, privée. On peut le conseiller d'aller chercher de l'aide, à l'extérieur de l'entreprise, et on peut être, bah, du coup aussi plus tolérant, et laisser le temps aux salariés, c'est ça, de pouvoir régler ses problèmes personnels pour que, bah, effectivement, ils soient un peu plus c'est ça, dans l'activité professionnelle. c'est ça, Je pense que là, j'allais dire, on se parle d'humain à humain, en fait. c'est ça, À un moment donné, on dépasse même, la fonction entre guillemets de DRH à collaborateur, c'est ça. et c'est vrai que ça ne fait pas partie des formations. Quand on est DRH, on nous dit pas qu'un jour on peut aller, jusqu'à entendre des choses, de manière aussi intime.
Ah oui, aussi intime, ah oui, oui, oui. Ouais, Et et on n'est pas formé à ça, mais pour autant, bon, après c'est la bonne intelligence qui fait que bon, voilà, on oui, oui. on on accueille. Oui, oui, c'est un bon exemple, c'est accueillir et comprendre que, ben, l'autre, il a besoin d'un espace de respiration plus important en ce moment parce que, ce qu'il vit au quotidien chez lui, ben, c'est trop traumatisant, c'est trop compliqué pour lui, quoi. C'est ça, exactement. Est-ce que, tu penses que le bonheur au travail est possible? Alors, là, c'est la question, tu sais, qui traverse un petit peu les popotes en ce moment, c'est presque un sujet mode, le bonheur au travail. Alors moi, j'ai envie de dire d'abord, qu'est-ce que c'est le bonheur? C'est un état, je crois, le bonheur, hein, et est-ce que l'entreprise, est payée, si je puis dire, pour donner un état heureux à ses salariés? Non, je crois que l'objectif de la société, c'est de l'entreprise, c'est pas celui-là. Donc je pense pas, non, qu'il faille chercher le bonheur au travail. On peut chercher en revanche à se réaliser, l'accomplissement, l'épanouissement, ça c'est bien, mais le bonheur, c'est un mot un peu trop, Or, peu trop ésotérique, je pense, pour le milieu de l'entreprise, hein, oui, oui, j'entends bien. Je pense ça n'est pas à l'entreprise d'apporter le bonheur aux salariés. En revanche, on peut être salarié et trouver le bonheur, même sans venir le chercher. Je pense qu'on peut réussir effectivement à se réaliser, à s'épanouir et à se sentir heureux, c'est ça. d quand on vient travailler. Mais effectivement, est-ce que, c'est à l'entreprise de répondre à ce besoin-là? Je suis pas persuadée non plus. Oh non, pas du tout, pas du tout. L'entreprise, elle doit, avoir une vision de là où elle doit aller. Elle doit prendre des bonnes décisions pour assurer la pérennité de l'entreprise et son développement et continuer à payer les salaires. Ça, c'est le job de l'entreprise. Mmh mh. Tout à fait. Effectivement, la question de l'employabilité, des collaborateurs, relève bien pour le coup d'une responsabilité, de l'entreprise, mais pas seulement, je pense. C'est-à-dire que c'est aussi à chacun de s'assurer que, il arrive à toujours, développer ses compétences, Bien sûr. puisqu'on sait que la carrière est de plus en plus longue et que les compétences, deviennent de plus en plus vite obsolètes, surtout à l'heure de ChatGPT maintenant. C'est ça, avec l'intelligence artificielle, la robotisation, tout ce qui est tout ce qu'englobe l'intelligence artificielle, on sait bien que les métiers vont être transformés Complètement. et que de nouveaux métiers vont continuer à apparaître. Donc, l'idée, c'est est-ce que moi, petit X ou petit Y, j'ai les compétences pour faire le métier, le nouveau métier en question? Ben, ça, c'est à alors, soit c'est à l'entreprise de se dire de faire une sorte de prospective des métiers, tu sais? Si elle a les moyens de le faire avec des gens qui ont du temps pour le faire, ben, c'est bien sûr, c'est de voir l'orientation que vont prendre les métiers dont elle va avoir besoin à l'avenir et de mettre tout de suite les formations en place. Sauf que chaque individu ne reçoit pas la formation de la même manière, d'une manière efficace. Il y en a qui préfèrent ceci, il y en a qui préfèrent cela. Enfin bref, ça c'est une autre paire de manches, c'est une autre complexité. Et puis l'individu aussi à lui-même de se dire mais au fait, je vais où moi euh, comment je me préoccupe moi-même? Là, je pense que ça serait bien, tu vois, qu'il y ait une sorte de main dans la main entre l'entreprise et l'individu. Que l'individu ne soit pas non plus uniquement dans l'attente. Le DRH n'a qu'à faire ça. L'entreprise n'a qu'à faire ça. Tu vois, comme si on attendait tout de Dieu le Père, hein, et en ce moment-là, c'est le DRH, le Dieu le Père, et l'autre, le pauvre, ben, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Je pense que chacun peut mettre un peu du sien, et si on veut être autonome, eh ben, on peut être aussi autonome dans la conduite de sa vie. Et nous voici à la fin de ce deuxième épisode avec Cécile Banon sur Valeurs agitées. Elle est toujours aussi passionnante et elle sait nous agiter en replaçant le salarié comme acteur de son parcours professionnel. Je vous donne rendez-vous tout de suite sur le troisième épisode où nous allons parler de la marque employeur, du management, de la bienveillance et surtout de cette incarnation dans les politiques de gestion des ressources humaines
des valeurs de l'entreprise. Je vous dis à tout de suite sur le prochain épisode de Valeurs agitées. J'allais te parler de marque employeur, puisqu'on a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui mettent en avant on va dire le développement personnel et professionnel des collaborateurs. Beaucoup d'entreprises parlent de bienveillance, notamment dans le management. On nous parle beaucoup d'authenticité, de vérité, de respect, de considération. Est-ce que tu penses que c'est un effet de mode ou est-ce qu'il y a, véritablement une lame de fond dans la culture, managériale et RH des entreprises? Ce que je crois, c'est que les entreprises ont en ce moment besoin de retenir les talents, de les fidéliser et elles ont besoin de recruter. Il y a certains secteurs notamment qui sont plus en pénurie et je ne parle pas uniquement de la restauration en disant la pénurie, hein, je pense à d'autres secteurs. Alors qu'on parle de bienveillance, c'est bien, mais comment veux-tu, vérifier qu'à chaque instant dans l'entreprise, il y ait de la bienveillance partout? Il faut arrêter. Enfin, moi, j'y crois pas vraiment à la bienveillance. Voilà. Voilà, écoute, Pour toi, ça veut dire quoi la bienveillance, dans le monde du travail? d'après ce que je comprends pour les entreprises, ça serait un manager qui soit à l'écoute, qui ne soit pas dans le contrôle, qui ne soit pas que dans les ordres, qui ne soit pas, enfin, c'est le style du management qui doit changer. Moi, je pense que le style du management, il doit changer en fonction des attentes des gens, mais pas forcément le mot bienveillance. Si ça fait plaisir de mettre l'étiquette bienveillance, pourquoi pas? Mais j'ai peur que ça soit trop, comment t'expliquer? Trop mode, trop tendance. Ah, il faut mettre de la bienveillance à toutes les sauces. Mais regardons ce qui se passe au quotidien. Dans les conflits entre les collègues, dans le conflit avec le management, dans les conflits entre les fournisseurs et les clients, regardons ce qui se passe. Regarde un mec qui travaille dans l'informatique. Il doit prendre la tâche des métiers pour lesquels il travaille. Est-ce qu'ils s'entendent toujours bien? Est-ce qu'un jour, le mec qui représente le métier, il se met pas en colère après l'informaticien en lui disant: «Mais vous n'avez rien compris, vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit». C'est de la bienveillance, c'est ça? Ben non, mais tu pourras jamais l'empêcher qu'il y ait des réactions, un petit peu, le mec en question, peut-être il est stressé, peut-être que lui-même il a une pression, terrible parce qu'il doit rendre des délais. Tu vois? Ça me paraît tellement facile de dire: «Il y a qu'à mettre de la bienveillance». Moi je sais pas comment on peut contrôler qu'il y ait de la bienveillance à chaque rouage, à chaque minute dans l'entreprise. Ça, j'ai un peu de mal à comprendre. En revanche, on mette en place des formations pour qu'une entreprise dise: «Voilà comment moi je m'occupe de former mes salariés», ça je suis d'accord. En revanche, qu'on dise par exemple, «Je soigne particulièrement l'intégration des nouveaux», ça je suis d'accord. Parce que là, il y a des actes concrets qui peuvent être mis en place et que l'on peut, surveiller, contrôler. Tu vois, un livret d'accueil, un mentoring, des choses comme ça c'est du concret. Mais quand tu dis bienveillance, bah, ça me paraît pas concret justement. Bon, je t'ai dit la formation, l'intégration, soigner les démissions. On parle beaucoup en ce moment, tu sais, de dire: «Bah, attention, un démissionnaire et un jour peut-être il va être un salarié boomerang, il reviendra». Donc plutôt que de le considérer comme un paria qui s'en va, bon, on peut le considérer autrement. Ça, je suis d'accord, hein. Parfois, effectivement, la personne qui, veut partir est vue comme, un traître. Alors est-ce que c'est ça la marque employeur, tu vois? Oui, oui, alors qu'effectivement, peut-être d'aller, le recevoir, C'est ça, c'est ça, pour, c'est comprendre, ça, qu'est-ce qui fait qu'à un moment c'est ça. donné, il a envie de partir et s'il a envie de partir, c'est pas forcément pour fuir, c'est aussi peut-être parce qu'il a d'autres projets, d'autres aspirations, d'autres volontés et aussi d'autres compétences qui sont peut-être, utilisées, là où il est. C'est ça, c'est ça. Qui dit que ce salarié va pas faire une expérience ailleurs et après il reviendra enrichi? Complètement. Donc non, c'est pas forcément un paria. Donc effectivement, là, il faut peut-être veiller à comment ça se passe le départ.
Est-ce que ça se passe parce que le salarié il s'est frité vraiment très très grave avec un manager, avec un collègue, avec je sais pas quoi, et là c'est un peu compliqué, ou est-ce pour d'autres raisons? Donc peut-être l'entretien de démission, ça serait quelque chose de concret à mettre en place pour nourrir la marque employeur, pour dire on fait aussi bien attention à ceux qui arrivent qu'à ceux qui partent pour essayer de comprendre pourquoi ils partent. Là, peut-être, c'est quelque chose qui peut nourrir la marque employeur. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, Magali? Oui, je pense qu'aujourd'hui, on préfère effectivement, consacrer du temps à ceux qui arrivent, parfois même au détriment de ceux qui restent et encore plus au détriment de ceux qui partent. J'allais dire que dans l'ordre de priorité, comme, tout le monde court, après le temps et est obligé de mettre, son action, centrée, focusée sur telle ou telle activité, c'est vrai qu'aujourd'hui, C'est ça, alors que je suis persuadée qu'on passerait un petit peu plus de temps à mieux s'occuper de ceux qui restent, c'est ça, bah, peut-être qu'on aurait moins besoin de recruter parce que justement, ils restent. c'est ça. Quelque part, on sait, hein, que le recrutement, c'est un coût, Ben oui, mais c'est très cher, à la très cher. fois parce que, bon, on peut faire appel à un cabinet de recrutement, aussi parce qu'on y passe du temps et cetera, mais aussi parce que, la personne, elle est pas opérationnelle de suite et elle peut pas remplacer quelqu'un qui est là des fois depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Donc la le temps d'appropriation, C'est ça, et même pour quelqu'un de très compétent et même pour c'est quelqu'un qui ça, maîtrise parfaitement son métier. C'est-à-dire que chaque organisation est tellement différente que, il faut comprendre les nouveaux rouages, les process, connaître les gens. On sait que ça facilite aussi le fonctionnement interne donc oui, oui, je pense que on passerait plus de temps, à accompagner et à développer les compétences des collaborateurs, c'est ça. et notamment des managers d'ailleurs. Je pense que l'organisation globale, Oui, oui, s'y retrouverait. c'est ça. Mais tu vois, Magali, tu as commencé ta phrase en disant quelque chose qui est exactement au cœur du problème. Il y a des priorités à gérer. Or, jusqu'à présent, on a mis la priorité à accueillir et former tous ceux qui en ont besoin de façon urgente ici et maintenant. Tu vois, c'est toujours l'urgence. C'est toujours une question de comme il manque du temps, il faut toujours procéder par priorité. Tout à fait, parce qu'effectivement, on est dans une approche, je pense, assez court terme. Et oui, Parce qu'en même temps, le marché, il peut, se retourner, ah oui, très vite. ah L'entreprise peut oui, être aujourd'hui rentable et eh oui, demain, ne plus l'être, hein. Je voyais encore eh aux oui, informations hier soir, Koukaï qui pourtant, qui fait partie, des structures, j'allais dire, qu'on connaît depuis, voilà, depuis notre enfance c'est et ça, qui, aujourd'hui est en difficulté financière. Et on se dit: «Bah, finalement, personne n'est à l'abri» et donc ça veut dire que, il faut être, en veille, en vigilance pour s'assurer d'être toujours performant, pertinent sur son marché et du coup, c'est vrai que ça invite à avoir un regard de court terme, alors je pense que la réponse, elle est sur du long terme. c'est ça. Et là, tu vois, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est bien le job de l'entreprise que d'être, attentif au cap, à la vision d'avenir pour assurer la pérennité de l'entreprise. Et là, l'entreprise inspire confiance. Mmh, tout à fait. Tandis que si le collaborateur a l'impression qu'un jour c'est comme ça, le lendemain c'est comme ça, le surlendemain c'est comme ça, ils se disent mais est-ce qu'on a une vraie vision? Est-ce qu'on va droit dans le mur? Combien de fois on l'entend ça dans la journée? On va droit dans le mur quand il y a un projet, tu sais, selon comment ce projet se passe. Combien de fois on entend mais on met la charrue avant les bœufs, on va droit dans le mur. Ben voilà, si le salarié a le sentiment que son entreprise va dans le mur, bah, ça va être difficile de conserver la confiance et la fierté d'appartenir à cette entreprise. Là, la marque employeur, Oui et je pense qu'il y a un enjeu extrêmement fort de congruence entre, la vision qu'on peut, afficher, les valeurs qu'on peut afficher, notamment dans le cadre de la marque employeur et la réalité du quotidien. c'est ça, Et je pense que du coup, le manager a un rôle particulièrement difficile de mettre du sens parfois, y compris de donner une vision à long terme, alors que, ce que lui vit est parfois, même du court terme. exactement l'inverse, exactement. Parce que le manager, il est, parfois entre le marteau et l'enclume. Donc lui, aussi, il se débat quotidiennement, avec tout ce qu'il doit faire, toutes les décisions qu'il doit prendre, tout ce qu'il doit écouter et où il trouve le temps, au fait, de faire Mmh tout mh. ça.
C'est pour ça que je suis persuadée que c'est un maillon, extrêmement important sur lesquels les entreprises devraient investir encore plus de temps et d'argent pour les accompagner. Et oui, et oui, et oui. Oui, c'est bien le maillon, moi aussi je suis d'accord avec toi, c'est bien le maillon essentiel. Et je suis d'accord avec toi, totalement. Je pense que quand on est sur, par exemple, de l'accompagnement à la conduite de changement, tu en parlais, tout à l'heure, s'il n'y a pas, quelqu'un en proximité des salariés pour les accompagner dans la mise en œuvre, déjà même dans la compréhension du changement et dans la mise en œuvre, je pense qu'effectivement le changement peut vite, devenir, un enfer, en fait. C'est ça. Regarde le salarié, par exemple, si le changement qu'on lui propose va exactement à l'encontre de sa stratégie personnelle, parce que lui, il avait envisagé de changer de poste, de prendre la place de je sais pas qui pour monter en grade, par exemple, ou pour obtenir une mobilité vers autre chose, et que cette transformation lui coupe l'herbe sous les pieds. Ben forcément, il va être contre. Donc l'idée, ça serait plutôt de comprendre qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour lui, pour qu'il ne s'estime pas lésé, qu'il fasse pas blocage et qu'il empêche le changement de se faire. Donc il faut être un peu de proximité. Oui, ça suppose beaucoup d'écoute. Beaucoup d'écoute en proximité, ça j'en suis, profondément, certaine. Facile à dire encore, hein, mais après il faut avoir le temps et le budget pour écouter les salariés aussi finement, quoi, bien sûr. Je suis vraiment ravie d'avoir partagé avec vous ce troisième épisode avec Cécile Banon. Quelle femme inspirante! Je vous propose d'écouter tout de suite le quatrième épisode où nous allons parler de la manière dont Cécile a réussi à trouver du sens et surtout sa voie professionnelle. Dans cet épisode, nous évoquons avec Cécile l'état d'esprit qu'il est utile d'adopter pour réussir à croire en son potentiel et le déployer. Cécile nous partage sa propre expérience. Cécile a trouvé les forces en elle pour rebondir à chaque fois que sa vie professionnelle a rencontré des écueils. Tout ceci est un état d'esprit. Ça s'appelle le growth mindset. Je suis sûre que le partage de cette expérience va vous être très utile pour répondre aux questions suivantes. Comment donner du sens à sa vie? Comment trouver sa voie? Comment se détacher des injonctions parentales ou sociétales? Comment rester employable? Comment développer ses compétences? Quel état d'esprit est nécessaire pour évoluer favorablement aujourd'hui dans l'entreprise? Je vous souhaite une très belle écoute. Alors toi, Cécile, quand tu étais salariée, comment tu faisais pour réussir à trouver du sens dans ton travail, notamment dans la première période où tu disais que ça a été difficile, tu ne trouvais pas forcément le sens, mais ça a quand même duré longtemps. Donc comment tu as fait pour «tenir» entre guillemets? Moi, bizarrement, en dehors de l'audit, hein, qui est vraiment, j'ai toujours trouvé quelque chose qui me convenait. Et j'ai toujours trouvé les marges de manœuvre. Alors que moi, je travaillais dans une grande entreprise, plutôt de type bureaucratique. Enfin, quand je dis plutôt, c'est tout à fait de type bureaucratique, avec des règles, des règlements, des directives, des circulaires, des choses qu'il fallait appliquer comme ça, pas autrement, tu vois. Tout était bien, bien, bien. Et bien, j'ai toujours réussi à me garder ma marge de liberté. Et ça, c'est une. Mais quand tu as peut-être ça chevillé au corps et que tu en as vraiment envie et que tu te débrouilles quoi pour trouver. Mais ça, je pense que tous les acteurs dans le monde du travail peuvent, s'ils le veulent, trouver une marge de liberté, une marge de manœuvre, tu vois. Et moi, dans tous les postes que j'ai en dehors de l'audit, hein, il y avait quelque chose, qui était intéressant. À commencer, je bougeais tous les 5 ans. Donc on peut dire que, OK, chaque fois que j'avais fait le tour d'un poste, je pouvais découvrir autre chose. Et là, ça faisait sens pour moi de dire: «Tiens, c'est quelque chose de nouveau, c'est dans ma nature, c'est dans mon goût d'aimer découvrir». Donc j'étais contente. Et puis dans l'entreprise où j'étais, plus on faisait de mobilité, plus on avait de chances de monter en grade, donc en rémunération. Bah oui.
hein. Donc, j'alliais les 2. Je découvrais un métier nouveau et en plus, j'avais une progression, de salaire et j'avais l'immense chance que dans l'entreprise où j'étais, il y avait énormément de formations. Énormément, énormément. Tu pouvais demander des formations, c'était toujours oui. Évidemment, si ça restait dans le cadre, du travail, hein, mais on te laissait jamais, comme ça. Alors, ça pouvait arriver que les premiers mois, tu doives apprendre sur le tas, mais après la formation arrivait et c'était donc quand même très positif, enfin de mon point de vue, hein. Encore une fois, moi je suis d'une nature optimiste et je vois plutôt le verre à moitié plein, mais voilà. Alors aussi, dans chacun des postes que j'ai tenus, il y avait donc l'apprentissage de quelque chose de nouveau, donc ça c'est important, la capacité à trouver quand même une marge de manœuvre pour faire comme moi je voulais, et puis le souci de bien faire, hein. Et ça, c'est quel que soit le poste que j'ai tenu, y compris dans l'audit, mais ça, c'était vraiment, obligatoire, c'était le souci de faire le mieux qu'on peut. Et ça, c'est important pour un individu parce que quand tu fais des efforts, que tu as ce souci de faire bien et que tu vois les résultats, alors tu es content de toi. Et si tu es content de toi, c'est ce qu'on appelle, tu sais, en psychodynamique du travail, on appelle ça la reconnaissance que l'on se donne à soi-même. Ah, purée, j'ai fait de la belle ouvrage, j'ai fait du bon boulot. Eh bien ça nourrit l'estime de soi et ça fait sens de se dire, ben, ce que j'ai fait, j'ai la chance de pouvoir les voir les résultats. C'est un peu comme le boulanger. Tu vois, il met sa baguette, il la voit sortir. Oh, elle est toute dorée, elle est croustillante, elle sent bon. Il est fier de ce qu'il a fait. Et ben, si dans ton quotidien tu arrives à être fier grâce à ce que tu as mis de toi dans le travail, et ben, ça nourrit, ça te fait plaisir. Et le plaisir, ça fait du bien, quoi. Aujourd'hui, on parle beaucoup de bullshit job, donc tous ces métiers qui peuvent être très, abstraits, où les salariés peuvent parfois perdre le sens de ce qu'ils font puisque, on est sur des organisations de plus en plus grandes, de plus en plus complexes, où, parfois on voit plus trop l'ensemble de la logique globale. Est-ce que justement, cette question de satisfaction de soi est pas, difficile lorsqu'on est sur un métier, très, très théorique, très, très, très abstrait. Elle est même quasiment impossible. Et c'est justement l'une des causes de la souffrance au travail. Et c'est là que je dis que la QVCT, comment elle va répondre à cette cause-là de souffrance au travail. L'une des causes, de mon point de vue, de la souffrance au travail, c'est de ne pas pouvoir faire un travail, de qualité, parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on n'a pas les compétences, On n'a pas le temps. et ça rend malheureux et ça atteint la santé mentale, j'en suis convaincue. La deuxième raison, c'est de se dire ce que tu as dit, le bullshit job, ça sert à quoi ce que je fais? Tu vois? Et il y a des gens, malheureusement, ils font des tableaux Excel en rouge, en vert, en jaune, en bleu, mais en quoi ils contribuent à la fabrication, à la production de l'entreprise en faisant des tableaux en couleur? C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Ou quand tu as des process qui sont envahissants, quand tu as des procédures qui sont trop longues, quand tu as des calculs d'indicateurs, quand tout ça te fait perdre de vue en quoi toi, tu contribues à quelque chose d'utile pour ton entreprise. Et là, c'est tout à fait d'accord. Ça, c'est une cause de la souffrance au travail, d'avoir le sentiment de se dire, mais après tout, si j'arrêtais de faire ces tableaux en vert, en rouge, eh ben, l'entreprise tournerait encore. Et là, tu te dis, mais alors ce que je fais, ça sert à quoi? Et là, ça, c'est terrible. Parce que comment veux-tu te reconnaître toi-même, être fier de toi, si tu as le sentiment que tu fais un bullshit job? Bien sûr. Là, tu te déconsidères toi. Là, c'est le brown out, c'est la perte d'énergie, c'est là tu plonges, c'est évident,
évident. Et c'est vrai que les organisations sont de plus en plus grosses et complexes, et il est rare qu'une personne arrive à voir même le résultat de son travail parce qu'en fait, c'est un maillon d'une chaîne qui est beaucoup plus grande et pour lequel des fois on n'a pas la vision globale. Parcelliser. Et effectivement, du coup, je pense que ça aussi, ça contribue, enfin le fait d'être dans des grosses structures contribue aussi à la perte de vision globale et donc à la réalisation, enfin à l'identification de ce qu'on a réalisé même collectivement. Ça. Et je me dis, à ce moment-là, si on est conscient que ça, c'est une source de souffrance au travail, on pourrait se dire, bon, je n'ai pas le pouvoir de changer tous les process, de changer toute l'organisation du travail dans l'entreprise, mais comment je pourrais soulager, peut-être avec du soutien. Alors le soutien, on le trouve comment? Ben, on le trouve peut-être dans un esprit d'équipe, dans de l'entraide, dans de la camaraderie, dans une ambiance de travail, dans des choses comme ça. Ouais, c'est ce que je me dis. Je me dis: «Comment on peut soutenir quelqu'un qui est en perdition comme ça, parce qu'il a le sentiment que son job ne sert à rien, quoi?» Comment l'aider? On parle beaucoup d'intelligence collective, de co-développement, de coaching collectif. Tu en penses quoi de tout ça? Alors là, dans un sens, dans le cas dont on a parlé, là, tu sais, la parcellisation du travail ou bien un individu qui passe son temps à calculer des indicateurs, là, l'intelligence collective, ah si, elle pourrait peut-être jouer si collectivement les gens pouvaient se dire, ou bien si quelqu'un disait: «Bah, toi, tu fais un travail, qui est répétitif avec un tableau Excel en rouge, en vert et clair. Ben moi, je vais trouver un moyen pour l'automatiser». Là, ça serait un exemple d'intelligence, collective et d'une entraide, d'un soutien pour soulager celui qui fait un travail, un peu rasoir. Alors après, ce que toi tu vas trouver rasoir ou ce que moi je vais trouver rasoir, peut-être que pour d'autres, ils vont trouver aussi que c'est rassurant, C'est vrai. que c'est structurant, que c'est cadrant Oui, oui. et que au contraire, le fait de faire quelque chose, de répétitif, ça peut être, quelque part, se permettre d'être dans un terrain connu et donc on contrôle. Oui, tout à fait rassurant, hein. Mais là, on parlait des gens qui sont en souffrance à cause de ça. Ceux qui sont pas en souffrance, bah, bien sûr, tant mieux pour eux, quoi. Oui, oui, oui. Et là, on parlait de voilà, pour ceux qui sont en souffrance, comment les aider? Et comme tu dis, peut-être que de l'intelligence collective peut trouver une solution, peut apporter un soutien. Et oui, là, je suis assez d'accord. Le coaching d'équipe, là, j'y crois peut-être un petit peu moins. C'est peut-être parce que j'ai pas de cas, hein, mais je crois plus, en l'entraide, donc soutien mutuel, la mutualisation, des choses comme ça, j'y crois un peu plus. Alors l'intérêt du coaching collectif dans ce cadre-là, c'est par exemple, de se dire: on va, travailler sur un objectif commun et effectivement peut-être ensemble avoir une vision globale du rôle de chacun dans la réalisation de cet objectif collectif. Peut-être, hein. Mmh. Bon voilà, c'est juste comme ça en passant. Moi je voulais savoir comment toi, tu as réussi à te libérer des injonctions, parce que tout à l'heure tu nous as dit, «J'ai, démarré dans l'audit parce que, finalement je faisais le même travail, que ma famille, que mes parents ou même mes grands-parents», je crois que tu disais. Hem, Comment tu as fait pour te libérer de ces injonctions? Alors, c'est pas tout à fait ça, c'est que je travaillais, à la Banque de France en tant que comptable. Je faisais de l'analyse financière. Mon père était expert comptable. Donc je faisais comme mon père et dans une banque, parce que mon grand-père était directeur de banque. Donc c'est pour ça que je dis, je faisais comme mon père et comme mon grand-père, tout bien. Et je m'en suis libérée justement parce qu'après ce passage, cette mobilité dans l'entreprise qui m'avait fait prendre un poste qui n'était pas du tout, mais alors pas du tout fait pour moi, où je pleurais tous les jours. Et puis en plus un incident de carrière, c'est là où je me suis dit, bah, où j'ai pris conscience que en fait, je n'avais pas écouté moi mes besoins et mes envies. Et lorsque je les ai écoutés, c'était le voyage. Le voyage, c'est un mot qui est trop valise, qui veut dire tout et n'importe quoi. Mais en tirant le fil, j'ai compris que ce qui m'intéressait moi dans le voyage, c'était les gens. Et ça m'a donné l'idée du métier dans lequel je pourrais me reconvertir. Ça m'a donné une idée de la voie
dans laquelle ça a été l'élément déclencheur et c'est comme ça que j'ai fait ce travail dans ma tête. Mais à cette époque-là, tu sais, je l'ai fait sans méthode, je l'ai fait un petit peu comme ça. J'allais te demander si tu t'étais fait accompagner justement. Non, non, non. J'ai fait ça toute seule et par contre, une fois que j'ai compris que les sciences sociales, c'est ce qui me plaisait, j'ai donc repris une formation de 2 ans, hein, j'avais 48 ans à l'époque. J'ai soutenu mon mémoire, j'avais 50. Évidemment, j'étais pas la plus jeune. Voilà, mais c'était passionnant. À partir de ce moment-là, j'ai vécu que de l'épanouissement, que de l'intérêt du travail quotidiennement, quotidiennement. Et lorsque j'ai découvert ce mal-être qui était dû aux erreurs de casting, ça a décidé du reste de ma mission de vie. C'est-à-dire que lorsque j'ai quitté cet observatoire social, ma mission de vie, c'est devenu faire en sorte que les individus n'acceptent plus des postes d'audit parce qu'ils auront compris que ce n'est pas pour eux. Donc, pour arriver à le comprendre, il faut comprendre ce pourquoi on est fait. Et c'est devenu ma mission de vie que chaque individu comprenne ce qui lui convient professionnellement pour pouvoir viser l'épanouissement, la réalisation de soi dans le travail et que ça soit pas une boule au ventre, que ça soit pas un carcan, que ça soit au contraire un lieu où on peut se dire tiens, je vais pouvoir faire de la belle ouvrage parce que ça me plaît. Et alors, quels conseils tu pourrais donner à nos auditeurs pour, justement réussir à trouver, sa propre voie? Moi, je crois qu'il faut, d'abord se prendre en main. C'est-à-dire arrêter d'être réactif, d'attendre qu'il se passe quelque chose pour dire: «Tiens, comment je vais m'en sortir?» Non, moi je propose d'anticiper et de ne pas attendre qu'il arrive la tuile pour se dire: «Est-ce que je suis employable?» Non, c'est trop tard. Donc moi je pense qu'à l'inverse, il faut se connaître, anticiper et commencer par connaître ses compétences. Et pour ça, il y a des exercices. Moi, j'en parle dans mon livre, hein, «Trouver le job de vos rêves». Il y a tout un chapitre qui est dédié à comment je trouve mes compétences, sans rester en surface, mais au contraire, en allant au plus profond, et en suivant un pas à pas pour essayer d'être le plus possible exhaustif. Et tu sais, figure-toi que on a parfois des compétences et qu'on n'en est pas conscient. On le fait tellement naturellement qu'on comprend on voit même plus que c'est une compétence. Voilà, il y aurait déjà, tu vois, ce travail à faire et moi je préconise une méthode qui est simple et qui est pragmatique, c'est l'ikigai. Ikigai, ça veut dire, la vie qui vaut la peine d'être vécue en japonais, et si tu le transposes au monde professionnel, ça devient le job qui vaut la peine d'être vécu. Le job qui vaut la peine d'être vécu, c'est celui que tu sais faire, donc tu as les bonnes compétences, donc bye bye les erreurs de casting, hein, comme on disait. C'est celui qui te plaît. Alors l'audit me plaisait pas du tout, je pleurais tous les jours. Donc c'est ça aussi, c'est comprendre ce pourquoi on est fait, qu'est-ce que c'est qui nous plaît, qu'est-ce que c'est qui fait sens pour nous, et le comprendre au plus, comment on peut, chercher un job dans lequel si, par exemple, on a besoin, de cadrage, comme on disait tout à l'heure, on va plutôt chercher des entreprises où il y a beaucoup de process, beaucoup de procédures, où le travail est très millimétré. Comme ça, on est tranquille. Si à l'inverse, on a besoin de beaucoup de liberté, c'est l'inverse. Il faut, choisir, un job où tu ne seras pas soumis à des procédures. Ça, c'est vraiment de la connaissance de soi et comprendre ce qui fait sens. Et le quatrième, c'est qu'est-ce que c'est qui va te permettre de gagner ta vie? Parce que c'est autrement tu es bénévole, hein, mais si tu veux pas être bénévole, il faut aussi trouver un métier qui te permette de gagner ta vie. C'est ça, les 4 ingrédients, de mon point de vue, qui permettent de se donner toutes les chances de s'épanouir dans son travail. Et si on est épanoui, on réussit, tu sais? Et si on réussit, on est content de soi et on trouve du sens et tu vois, là, on enclenche une boucle vertueuse. Moi, j'ai eu l'occasion effectivement de découvrir l'ikigai, pour tout te dire dans une, soirée où j'étais un dîner privé où j'étais invitée, où il y avait, Muriel Pénicaud et Génial. qui m'a dédicacé, son livre, «Pousser les murs».
et qui a eu l'occasion de m'écrire qu'elle m'invitait à découvrir mon ikigai. Ah ça, c'est drôle, hein. Et là, je me suis dit: «Ah, faut vraiment que je creuse» et depuis que j'ai creusé le sujet, effectivement, elle m'a fait un très beau cadeau ce jour-là. Voilà. Ah oui, oui, oui. Oui, je pense que tu vois, alors tu vois, dans l'ikigai, il y a ce que je viens de te dire, la représentation, sous forme de diagramme de veine et ça, c'est la représentation en occident, hein, c'est pas japonais ça, c'est typiquement occidental, mais l'avantage, c'est que c'est pragmatique, hein. Tu as un pas à pas à suivre, remplir tes 4 cercles. En revanche, ce qu'on peut garder, de cet état d'esprit de l'ikigai, c'est la sous-variante qui s'appelle le kodawari, c'est-à-dire toujours faire plus. Ce qu'on pourrait appeler aussi le growth mindset, l'esprit de développement. Toujours essayer de faire de son mieux et toujours essayer de faire plus. Et ça nourrit l'estime de soi, ça donne du sens à sa vie, ce souci permanent de s'améliorer. Ça, quelque chose qui te donne envie de te lever tous les matins. Envie d'apprendre quelque chose de nouveau, envie de le faire mieux, envie de t'améliorer. Et ça te donne des milliers de petits aiguillons là tu sais, comme il disait Johnny, l'envie d'avoir envie. Ah ben c'est ça. Se surpasser, donner plus. Waouh, ça c'est extrêmement, comment dire, gratifiant. Bien sûr, et j'entends parfois, alors je vais me faire un peu l'avocat du diable, j'entends parfois, des gens qui disent: «Oui, mais finalement, heu, de chercher à se dépasser, à se challenger, à relever des nouveaux défis, c'est une manière encore de se mettre, de la pression. C'est encore une manière de, finalement, c'est le moi toxique qui vient, nous titiller en disant, sois meilleure, sois excellente même, sois parfaite» et cetera. Qu'est-ce que tu répondrais à ces gens-là? Alors moi, j'ai envie de répondre que ce n'est pas soit parfait, c'est vraiment pas ça. On cherche pas la perfection, on souhaite agrandir personnellement. Et ça, pour moi, c'est pas une pression, c'est un plaisir. Donc si d'autres le vivent comme une pression, je suis désolée pour eux, quoi. C'est que ça leur convient pas. Moi, je sais que pour moi, c'est un plaisir et c'est un aiguillon, c'est quelque chose qui me permet d'être bien dans mes baskets, quoi. À l'âge que j'ai, vu tout ce que je fais, c'est parce que j'ai toujours ce souci d'apprendre, de découvrir, de faire mieux, de grandir, ça maintient la pêche, hein, voilà, s'il y en a qui le vivent comme une pression, ben, oui, effectivement, vaut mieux qu'ils arrêtent. Je te rejoins complètement. Je pense que en fait, tout dépend qui sous-tend l'envie, de se dépasser. C'est-à-dire que si on est sur, le plaisir de se développer et de s'enrichir de ses propres expériences et de la relation aux autres, je pense que c'est extrêmement sain. Si par contre on est dans, cette volonté un peu de compétition, avec soi-même ou avec les autres, on va dire, de passage en force, de une forme de violence, effectivement, là je pense que c'est simplement nourri par, une estime de soi finalement fragile, haute mais fragile. Je te rejoins totalement parce que si tu as besoin de te comparer aux autres pour t'aimer toi-même, c'est que c'est grave, hein. C'est en fait, du moins, c'est dangereux. C'est très, 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 très dangereux. Ouais, il faut être content de ce Oui, que l'on a, de qui l'on est et se nourrir de comment on grandit, soi-même à l'intérieur, mais c'est pas en comparaison aux autres. C'est en compa c'est vraiment interne, quoi, c'est vraiment intérieur et personnel. j'espère que vous avez apprécié autant que moi ce 4e épisode avec Cécile Banon. N'hésitez pas à me laisser un avis ou un commentaire sur les plateformes et sur LinkedIn. Ça me fera toujours plaisir et ça me permet d'adapter mon contenu à vos attentes et à vos besoins. Je vous dis à tout de suite sur ce 5e et dernier épisode de Valeurs agitées avec Cécile Banon. Avec mon jeu du tip top, vous allez découvrir Cécile Banon, auteure conférencière, comme vous ne l'avez jamais vue et jamais entendue. Dans le jeu du tip top, ce sont les seules questions que j'ai préparées en amont. Et aléatoirement, en fonction du chiffre qu'elle me donnera, je lui poserai un certain nombre de questions. Tout le reste de l'interview, aucun des sujets, aucune des questions n'ont été préparés en amont. Pourquoi ?
Parce que je pratique l'écoute active. J'écoute mon interlocuteur. Je rentre véritablement en relation avec lui, comme je le fais dans un coaching, et je rebondis sur ce qu'il me dit. L'écoute active, c'est simplement ça. C'est puissant, non? Allez, je vous souhaite une très belle écoute de ce 5e épisode. Cécile, je te propose de passer à une autre étape. C'est un petit jeu de questions-réponses, le tip-top. Donc, je vais te demander de me donner un chiffre entre 1 et 35 et on va aller sur des questions encore plus personnelles. Entre 1 et 35? Oui. Bon, on va prendre le milieu. 17. C'est le jour de ma naissance en plus. Je suis née à 17. Eh bien, écoute, quel est ton surnom en famille ou entre amis? Sissou. Tissou. Et pourquoi? Eh bien, quand j'étais toute petite, il y avait un oncle qui m'avait dit un jour où j'étais de passage en France, parce que moi je suis née à l'étranger et j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 16 ans, et il m'avait dit: «Oh mais toi tu ne vaux pas plus que 6 sous, 6 sous», et c'est resté 6 sous. Autrement, quand j'étais toute petite, on m'appelait Téti. Téti, c'est-à-dire? Téti. Ben, parce que j'arrivais pas à dire Cécile, donc quand j'étais enfant, je disais Téti au lieu de dire Cécile, c'est trop compliqué. Mais c'était surtout Sissou qui est resté. D'accord. Donc, c'était un gentil taquinement, on va dire. Voilà, voilà. Moi, en tout cas, je l'ai jamais pris. Ça m'a pas, ça m'a pas traumatisé. Mais c'est facile à dire. Voilà, tout dépend qui le dit et dans quelle intention. Et un autre chiffre entre 1 et 35? Bah 13, hein, mon chiffre porte-bonheur. Portrait chinois. Si tu étais une fleur, quelle serait-elle et pourquoi? Je serais une orchidée parce que l'orchidée vit dans un milieu de forêt, d'ombre, où la couleur dominante est le vert. Et le vert des feuilles, et le vert est infiniment différent. Chaque feuille a un vert différent des autres feuilles. Il y en a qui sont lustrées, il y en a qui sont brillantes, il y a des verts blancs, il y a des verts noirs, il y a des infinités de verts grâce à la nature, hein, ça c'est merveilleux. L'orchidée, pareil, il y a une infinité de couleurs, de formes. C'est l'espèce la plus répandue, je crois, hein, sur Terre, sur notre planète, l'orchidée. Donc elle peut être extrêmement différente. Donc elle vit dans un univers qui, moi, me plaît parce qu'il est coloré à base de vert, mais après il y a toutes les plantes qui ont d'autres couleurs. Parfois la terre est rouge, donc ça donne vraiment un éventail de couleurs qui est, comment dire, qui est grise, qui est joyeux, qui fait penser au développement peut-être, plutôt qu'à rester comme ça renfermé sur soi, tu vois. Et l'orchidée s'épanouit, voilà. Et puis elle a pas beaucoup besoin de terre, hein, l'orchidée, elle a même besoin de petits, comment on appelle ça, je sais pas, c'est des petits morceaux de, je sais plus comment on appelle ça, voilà, mais elle vit comme ça, l'orchidée. OK, bah, merci beaucoup. Un autre chiffre entre 1 et 35? Bon, ben, on va prendre 34. Alors, quel est le comportement chez toi que tu détestes le plus? Alors, hélas, je suis obligée de je suis soupolée. D'accord, et ça se traduit comment alors? Je peux partir comme une flèche, me mettre en colère, répondre très vite, et comme je sais pas, une réaction un peu épidermique. Ouais, je peux monter vite dans les tours, me mettre, Et qu'est-ce qui est de nature à te faire monter dans les tours alors? j'ose pas le dire. Les gens qui sont bornés, qui sont bêtes. Mais tu peux tout dire ici. Alors ça me dépasse. Ça, je peux pas comprendre. Ça marche. Un autre chiffre entre 1 et 35? Le 1,
Quel livre tu nous conseilles de découvrir? Un livre ou un roman? Ah, comme tu veux. Comme je veux. Alors si c'était un roman, plusieurs, c'est difficile, je dirais «Soi» de Alessandro Baricco. Pourquoi? Pourquoi? Parce que soie, c'est comme le tissu de soie, et ça nous raconte l'histoire, d'un monsieur qui part au Japon justement chercher de la soie. Parce que lui, il habite en France et il fabrique ce tissu, et il part au Japon régulièrement une fois par an, pour, je crois, aller chercher les cocons, les mûriers, tu sais? Les fils à soie, enfin les petits, comment ça s'appelle ça? Les petits animaux qui fabriquent la soie, Vert? Les voilà, petits les vers? vers à soie. Il va les chercher une fois par an, et alors ça se passe au 19e siècle, je crois, et donc chaque fois, il part en voyage. Et moi, il y a toujours cette idée du voyage où il va rencontrer des tas d'aventures avant d'arriver à destination. Puis arrivé à destination, ben, il va trouver peut-être une femme qui va le séduire. Une autre fois, ben, ça sera la guerre. Une autre fois, chaque fois, il y a une surprise, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive et qui va lui faire vivre une aventure. Et chaque année, il revient, et l'année d'après, il repart, et ainsi de suite. Voilà. Et l'écriture d'Alessandro Baricco est, est magnifique, hein, de mon point de vue. Et si c'était un livre de développement personnel, qu'est-ce que tu conseillerais? Alors, moi, ça serait, plutôt de la psychologie positive, et c'est Goldman, je crois, la psychologie positive. Voilà, moi, ça serait vraiment, c'est ce qui m'a nourrie, et c'est ce qui m'a complètement, mais je me suis dit: «Mais évidemment, plutôt que d'essayer de lutter contre les faiblesses, développons les forces et voyons en chaque chose les opportunités plutôt que de voir les catastrophes». C'est ça, et c'est vrai que naturellement, on est quand même plus amené à être formé, j'allais dire, même, à l'école, hein, sur, la mesure des écarts. Voilà, Donc, on regarde l'idéal, on regarde où on en est et on mesure les écarts. Donc en gros, on mesure le vide, le trou, oui, exact le côté, verre vide, exactement, plutôt que, effectivement, se dire, voilà, toute la force et ce que j'ai déjà acquis jusqu'alors. voilà, Je suis d'accord avec toi, c'est un autre, mindset. et tu te rends compte que toute l'énergie qu'il faut pour réparer quelque chose dans quoi tu es pas bon. C'est épuisant pour arriver à un résultat de quoi? Tu Oui, oui, c'est sûr. Surtout si c'est la contrainte et non pas le plaisir qui permet de combler, cet écart. Ça, c'est certain. vois? Un dernier chiffre entre 1 et 35. Le 3, Qui est ton mentor? Si tu en as un, ou une personne que tu admires? c'est Aliénor d'Aquitaine. Ah oui, Oui, alors oui, parce que, bon, il y a plein d'autres femmes, hein, que j'admire, mais bon, elle, je l'admire aussi. Parce que si on remet les choses à leur place, elle vivait au XIIe siècle, je crois, ou XIIIe ou XIIe siècle, et elle a été reine 2 fois. Elle a été une première fois reine de France, et elle a divorcé de son mari de roi. Alors, à cette époque-là, c'était quand même pas banal. Et puis, je crois même qu'elle l'avait suivi, dans les croisades, et peut-être dans l'une de ces croisades, eh ben, elle avait rencontré un ami, enfin un ami, voilà. Et à cette époque-là, c'était quand même bien, c'était assez rare d'avoir cette audace, d'oser, tant pis pour les conventions et tant mieux pour ce que moi j'ai envie de faire. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire ça. Et la deuxième chose, c'est qu'elle a été, donc, reine une deuxième fois, et cette fois-ci d'Angleterre. Elle y a été pas très heureuse parce elle a mis beaucoup d'enfants au monde, de nombreux enfants au monde, mais son mari l'a enfermée. Malgré ce, elle a gardé l'envie de vivre, et ensuite elle a montré un courage extraordinaire pour aller, notamment défendre et verser la rançon de son fils, c'était, Jean Santerre, je crois, qui avait été fait prisonnier. Elle a parcouru à cheval,
à cette époque-là, elle avait déjà plus de 60 ans, mais à cette époque-là, vivre à 60 ans, c'était incroyable. Et en plus, pouvoir faire du cheval. Et elle est allée elle-même verser la rançon pour libérer son fils. Et je trouve ce courage, le courage qu'elle a eu pour libérer son enfant, le courage qu'elle a eu pour survivre à l'enfermement de son second mari, le courage pour dire zut aux conventions et zut à son premier mari. À cette époque-là, c'est la condition de la femme de permettre ça. Et cette audace, ce courage, c'est ma ligne de vie. Mais écoute, je te remercie beaucoup pour ce partage et tu sais que je suis à Niort et que nous avons le donjon d'Aliénor d'Aquitaine. Et oui, Donc si tu as l'occasion de venir à Niort, pour, visiter son donjon, ce sera avec plaisir qu'on pourra se croiser. oui. Donc ça me parle beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Ah oui, 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 avec plaisir, avec plaisir. Ah oui, oui, c'est extraordinaire. Elinor d'Aquitaine, je sais même pas si, voilà, dernièrement, je suis allée à Poitiers Mmh. et évidemment, j'ai suivi le voilà. Donc maintenant tu as pas le choix, va falloir venir à Niort, hein. Voilà, avec plaisir. On n'est qu'à 2 heures de Paris, hein, donc ça va. Oui, oui, c'est tout à fait faisable, avec plaisir. Mais écoute, tu seras la bienvenue, Cécile. Ça me fera très plaisir de te rencontrer, pour de vrai. Merci en tout cas, Magali. Pour, clore cette, série, est-ce que, tu as une information, une actualité à nous transmettre? Comment on peut faire pour te retrouver si on veut aller plus loin dans l'échange, avec toi suite à cette écoute? Alors, moi, on peut me retrouver sur LinkedIn, c'est mon terrain de jeu favori. J'ai actuellement, je crois que j'ai passé la barre des 280 000 followers. Waouh, waouh, waouh! Je publie, au minimum 3 fois par semaine. J'y ai fait, connaissance de gens extraordinaires. J'ai fait des rencontres, vraiment qui m'accompagnent toujours, hein, des gens que je connais, que je fréquente toujours. Donc, pour moi, c'est vraiment le sens du réseau. Tu vois? Pour moi, c'est extrêmement important le réseau. C'est une véritable ressource et une richesse. Parce que tu as l'occasion de rencontrer des gens, époustouflants, qui sont tellement, tu peux leur envier des tas de choses, sont des modèles, sont des gens qui ont une force quelque part. Voilà. Voilà où on peut me retrouver sur LinkedIn. Donc, Donc tu investis LinkedIn depuis combien de temps alors? depuis 6 ans. Ah oui, donc c'est une belle communauté construite Oui, depuis oui, maintenant, oui, oui. pas mal d'années. J'ai commencé avec 600 contacts et j'ai aujourd'hui 280 000 followers. Ouais. Donc comme quoi, quand on parle des réseaux sociaux et des seniors, bon, tout ça, c'est absolument, une vue de l'esprit. Il y a aucun souci. C'est très rigolo, mais c'est un stéréotype. C'est complètement faux. Mais si tu regardes un senior, le nombre de fois où il a dû changer d'outil informatique C'est sûr. Oui, je suis d'accord avec toi. et on va leur dire qu'après, ils sont anti-informatiques alors qu'ils ont changé 10 000 fois de Oui, oui, la capacité des seniors, la capacité d'adaptation des seniors, est sans commune mesure, je pense. ça me fait bien rire, hein. Ça me fait bien rire. Je disais le nombre de fois le nombre de logiciels, de pro-logiciels, de systèmes que j'ai dû apprendre, depuis que je travaille. Non, là Et ensuite désapprendre. Pour un prochain épisode, s'il y avait une personne que tu, pouvais me conseiller de contacter, est-ce que tu penses à une personne en particulier? mince, j'avais trouvé quelqu'un l'autre jour que je m'étais dit: «Ah, il faut absolument que tu, le contactes». Ah ben oui, tiens, pourquoi pas, Luc, Luc, Raffestin, mais il faudrait que je lui demande si, alors Luc, pourquoi Luc? Parce qu'il a c'est l'histoire d'une belle reconversion aussi.
Attends, je réfléchis si j'ai quelqu'un d'autre aussi à te il y a Isabelle Leclerc aussi, que je trouve, extraordinaire. Enfin, ouais, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens, alors j'en aurais beaucoup. Et alors, quelle question tu voudrais que je leur pose? Par exemple, à Luc, tu voudrais que je lui pose quoi comme question? Eh bien, la force du rebond. OK. Et Isabelle? Et Isabelle, son projet d'écriture. D'accord, OK. Donc on doit avoir deux trois choses à se dire aussi, sur ces questions-là. Bah, en tout cas, je te remercie beaucoup Cécile, pour cet échange, extrêmement riche et toujours aussi sympathique. Donc ça a été un vrai plaisir. Bah, c'est moi qui te remercie Magali parce que, bah, figure-toi que j'ai passé un excellent moment en ta compagnie et donc c'est moi qui te remercie, oui. Eh ben, écoute, plaisir partagé, plaisir partagé. Merci beaucoup. Donc à très vite à Niort pour aller voir, Aliénor Verainen, hein. Je t'attends, il y a pas de souci. À très vite. À très vite, au revoir Magali. Et nous voici arrivés à la fin de cette série avec Cécile Banon, cette femme incroyable. J'espère que vous vous êtes autant amusés que nous et je vous donne rendez-vous tout de suite avec le prochain invité qui sera tout aussi passionnant, j'en suis sûre. Pourquoi? Parce que la nature humaine est d'une richesse incroyable. À tout de suite! Vous avez aimé cet épisode? Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.